Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal, voici les titres. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attendu demain à Nouakchott, le président de la République consacre sa première visite officielle à l'extérieur, à la Mauritanie, pays avec lequel le Sénégal partage une longue histoire et des ressources naturelles. 560 milliards de mètres cubes de gaz sur le gisement de la Grande Tortue, des réserves de classe mondiale. Nous parlerons des autres aspects de la coopération entre les deux pays, les licences de pêche, la gestion des ressources hydriques et les infrastructures. Avec le pont de Rosso, la douane met la main sur de grands faussaires. 5 milliards de francs CFA de billets noirs ont été saisis à Goudomp. 4 individus interpellés par les soldats de l'économie. Lutte contre l'hémophilie, comment favoriser l'accès équitable pour tous les troubles de la coagulation. En ce 17 avril, l'association sénégalaise des hémophiles célèbre la journée mondiale contre cette maladie sanguine peu connue et renouvelle le plaidoyer pour la disponibilité des médicaments. Plus de 1800 personnes sont atteintes de cette pathologie. Moi, capitaine, le film de Matteo Garonne sur le drame de l'immigration clandestine, projeté à Dakar avec des acteurs sénégalais. Le réalisateur italien pointe du doigt le quotidien des candidats qui bravent le désert et la mer contre vents et marées afin de rallier l'Europe. À tous, dans un instant, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu ce jeudi 18 avril à Nouakchott en Mauritanie. Cette première visite officielle va certainement permettre de consolider les relations de bon voisinage qui existent déjà entre les deux pays. Je vous propose de découvrir les 4 axes majeurs de cette collaboration fructueuse. René Léon Fonseca. En matière de coopération, le Sénégal et la Mauritanie donnent le bon exemple. Depuis 1972, le Sénégal et la Mauritanie, aux côtés du Mali, collaborent au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Cette initiative régionale vise à optimiser les ressources hydriques partagées pour le développement de l'agriculture irriguée, une ressource vitale pour les économies des pays membres. La coopération prend également une dimension infrastructurelle avec la construction d'un pont sur le fleuve Sénégal, financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Cette infrastructure majeure devrait non seulement booster les échanges commerciaux, mais aussi faciliter le flux des personnes entre les deux pays. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie s'étend aux ressources naturelles avec la découverte en 2015 du gisement de gaz Grande Tortue à Émim, situé à la frontière maritime des deux nations. Avec des réserves estimées à 100 TCF et un investissement de 24 milliards de dollars, ce projet d'envergure internationale prévoit de transformer l'économie des deux pays grâce à une exploitation prévue sur 20 ans. La pêche, le secteur vital pour les communautés côtières, est également un pilier de la coopération. Récemment, la Mauritanie a octroyé 500 licences de pêche aux pêcheurs de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, illustrant ainsi l'excellente qualité des relations bilatérales et l'engagement des deux pays à soutenir les communautés locales. À travers ces initiatives diversifiées, le Sénégal et la Mauritanie démontrent qu'une collaboration étroite et ciblée peut mener à des avancées significatives pour le développement durable et la prospérité partagée de leur peuple. Sénégal, Mauritanie, deux pays liés par l'histoire et la géographie, preuve parlante, la découverte du gisement gazier sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, du gaz pour assurer une production sur au moins 30 ans, avec une capacité de production de 425 milliards de mètres cubes. Ibrahim Andong. L'astre d'un futur prometteur se lève à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. La découverte d'un don de la nature partagé entre deux pays voisins. À 120 km de la côte se trouve le gisement de Tortue. Il s'agit d'une découverte de classe mondiale. Et pour l'exploitation de cette ressource, BP et ses partenaires ont réussi à concevoir le projet Tortue Ahmeyim. Un exemple de partenariat unique entre deux pays liés par plusieurs facteurs pour un partage équitable des ressources minières. À 2 km sous les fonds marins se trouvent 2 réservoirs. De grands réservoirs représentant un potentiel de production de gaz estimé à 425 milliards de mètres cubes. Assez de gaz donc pour assurer une production de plus d'un quart de siècle
c'est-à-dire 30 ans au moins. Pour la réussite du forage, il aura fallu recourir à des technologies les plus récentes dans ce domaine. À préciser aussi que le système sous-marin sera conçu pour supporter les conditions rencontrées en eau ultra profonde à 2700 mètres de profondeur. Ce qui fait justement de cette infrastructure la plus profonde d'Afrique à ce jour. À terme, le gaz sera transporté sur 80 km à travers des conduites vers une plateforme flottante d'extraction, de stockage et de déchargement. L'objectif est de traiter plus de 14 000 millions de mètres cubes de gaz par jour. Le gaz sera par la suite envoyé vers une installation de gaz naturel liquéfié flottante haut de gamme. Amarré à un brise-lames nouvellement construit près du littoral, une fois la production lancée, le champ de tortue produira jusqu'à 425 milliards de mètres cubes. Ce qui permettra ainsi d'offrir une nouvelle source d'énergie domestique à la Mauritanie et au Sénégal. Une situation qui permettra aussi de renforcer la capacité et la sécurité énergétique locale et de générer de nouvelles sources et précieuses sources de revenus pour la région. Une découverte synonyme d'un décollage économique pour le Sénégal et la Mauritanie. Ce sont des réserves de gaz dites de classe mondiale que le Sénégal et la Mauritanie partagent. Des réserves estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz. 2 navires sont chargés de la production. Le FLNG déjà arrivé sur le site et le FPSO en cours de finalisation. Le Sénégal avait envoyé à Singapour une visite d'inspection technique de ces navires avant livraison. Nous revenons sur la présentation de l'impressionnant FLNG qui avait accueilli nos équipes à Singapour sur justement ces 300 mètres de long. Il est chargé de liquéfier le gaz naturel à Ramdao. Le FLNG, grandeur nature, si haut, si large. Il faudrait réunir 3 terrains de football pour se représenter ce bateau. Le bateau fait environ 300 mètres de long et quelques 60 mètres de large. Donc c'est un ancien méthanier qui a été transformé avec le rajout, on va dire, des unités de liquéfaction nécessaires et également le stockage du gaz liquéfié. Donc dans 6 tankers qui sont disposés au centre du bateau et les unités de liquéfaction et de refroidissement étant disposées de part et d'autre. Donc c'est une unité qui est au cœur vraiment du process du projet GTA. Ensemble avec le FPSO. Exactement. Donc avec le FPSO qui est chargé du traitement, de la séparation entre les liquides et les gaz et l'eau naturellement. Le gaz est envoyé à cette unité-là pour y être, comme je disais, purifié davantage, mais vraiment liquéfié à moins 162 degrés pour pouvoir être exporté dans des tankers avec un gain de 600 fois, on va dire, le volume naturel du gaz. Sur ces chantiers de Keppel à Singapour, le FLNG a été façonné selon les spécifications requises. Comme pour le FPSO, l'autre principal navire du projet Grand Tortue Ahmeyim, des ingénieurs du Sénégal ont fait le déplacement pour l'inspecter avant livraison. Dans la délégation, des experts de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Comme vous le savez, les affaires maritimes ont des compétences dans le cadre de la construction, mais également de l'exploitation future de ces navires en tant qu'unité qui participe à la circulation en mer. Et nous gérons également de ce point de vue le travail maritime, les gens de mer qui vont opérer à bord. Et il était intéressant pour nous et très important d'ailleurs de venir en amont de l'arrivée des navires, les voir, anticiper sur des améliorations qui pourraient être faites pour optimiser leur exploitation. Pour l'ANAM, les piliers de cette visite d'inspection reposent sur 3 volets: sûreté, sécurité et protection. L'administration maritime, à travers l'ANAM, aura des missions de contrôle. Contrôle au titre de l'état du pavillon, avec la certification qui découle de nos visites, ou au titre du contrôle par l'état du port,
contrôle qui nous permet de nous assurer des conditions de maintien des règles de certification. Et c'est des règles universelles, internationales, des standards que tous les pays partagent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la maîtrise de la question que nous avons avec un personnel qui a été formé. Et l'État du Sénégal a mis beaucoup d'énergie et de moyens dans la capacitation des personnels chargés du contrôle de ces unités. Ce gigantesque complexe flottant donnera le la de la production de gaz avec les autres composantes du projet. Un navire qui concentre plusieurs technologies pour traiter, liquéfier et stocker le gaz naturel partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Les bonnes relations entre le Sénégal et la Mauritanie en pays voisins ont permis aux pêcheurs guet-ndariens de Saint-Louis de bénéficier de 500 licences de pêche mauritaniennes. Un important accord qui a permis de ravitailler le marché sénégalais de 50 000 tonnes d'espèces pélagiques. Abdouad. Ceci est le résultat de la bonne entente entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. La licence de pêche mauritanienne, 500 au total, octroyée aux pêcheurs de Guet-Ndar, avec comme impact direct le ravitaillement du marché sénégalais de 50 000 tonnes de poissons. Des heurts ont souvent éclaté entre pêcheurs guet-ndariens et garde-côtes mauritaniens à la frontière maritime entre les deux pays. Cet accord va apaiser les tensions et cet épisode ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cette licence est d'une importance capitale pour la pêche à Saint-Louis, première activité économique de la région. Mais licence bi dafa am impact c'est Saint-Louis. Ces licences ne sont pas que bénéfiques pour les pêcheurs. Il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la pêche. Beaucoup de gens quittent leur localité pour venir travailler ici quand il y a du poisson, que ce soit dans le commerce ou dans le transport. Toutefois, l'octroi de cette licence mauritanienne est soumise à des conditions. Elle impose notamment aux détenteurs de se soumettre au contrôle des gardes-côtes mauritaniens. Il faut respecter les points de sortie, notamment les points de passage à Diago, pour se faire contrôler par les gardes-côtes mauritaniens. Ils sont aussi présents au niveau du port polonais en permanence et pris en charge par l'État du Sénégal. Avec la licence, la tonne de poissons pêchés en Mauritanie revient à 17 €. Les 10 € sont à la charge des pêcheurs, le reste subventionné par l'État du Sénégal. En réservant à la Mauritanie sa première visite à l'étranger, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye traduit une volonté forte de justement un raffermissement de ces relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie dans un contexte où l'on parle de la ceinture de sécurité. C'est l'analyse faite par Abdou Soleil Diop, économiste, vice-président du patronat marocain. Il est l'invité du magazine Le Point. Pour moi, c'est une excellente décision. Vous savez, en matière diplomatique, il y a ce qu'on appelle les pays de la ceinture de sécurité, qui sont des pays avec qui on a des partenariats très forts, et en particulier aujourd'hui la Mauritanie. D'abord, le président de la Mauritanie est président en exercice de l'Union africaine, c'est Vaston Symbole. On partage des enjeux régionaux très importants, c'est notre voisin, c'est important. Et également, on partage des ressources naturelles. Le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Donc, je salue cette décision d'aller vers les pays de la ceinture de sécurité, parce que effectivement, c'est très important de pouvoir renforcer ces liens avec les voisins et créer dès le départ le cadre de coopération, et d'autant plus qu'il est président de l'Union africaine. C'est devenu un partenaire stratégique de premier plan, la Mauritanie, ce rapport-là. Très clairement, vous savez, on partage d'abord les frontières, on partage le fleuve, on partage des ressources en énergie, on partage des ressources pétrolières, on partage des familles, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup de liens familiaux. Moi-même, j'ai une partie de ma famille qui est
Mauritanie. Donc c'est très important. Et on est dans un espace que nous partageons dans le cadre de la coopération économique. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, on aura encore plus de partenariats au-delà du pétrole et du gaz. Donc oui, c'est un pays stratégique avec lequel on a... Et il y a aussi des positions et des points de vue à raffermir, à affiner davantage dans le cadre de l'exploitation de ces ressources. On sait que l'échéance a été repoussée de quelques mois. Il faut que les deux pays soient sur la même longueur d'onde. Oui, on doit être sur la même longueur d'onde sur tous les aspects. C'est-à-dire sur l'aspect de la gouvernance de ces ressources, sur les aspects de partage, sur les aspects de suivi et de prise de décision. Oui, c'est clair que aujourd'hui, on partage plus que des frontières, on partage aussi de la richesse, on l'espère. Et c'est un signe que la dimension africaine de la gouvernance que ce régime-là veut imprimer dénote de ce que l'ancrage, plus que jamais en Afrique, en CEDEAO, en UEMOA et plus que jamais affirmé dans le projet. Hein. Oui, je pense que c'est le sens du développement économique. Hein. Aujourd'hui, on doit construire notre souveraineté dans le cadre d'une Afrique intégrée et prospère. Ça, c'est très important. On est dans un continent qui a beaucoup de potentiel, dans lequel le développement économique peut se construire de manière très forte si on s'entend bien avec les autres pays. L'intégration régionale est très importante, qu'elle soit continentale, régionale ou sous-régionale. Donc cette dimension dans le projet est très importante et traduit une vraie volonté d'avoir un développement et une croissance endogène qui bénéficient aux populations. C'est très important. Le point sur le 5e président de la République du Sénégal, le projet porté par PASTEF et la coalition Diomaye président, mais également sur les relations entre la Mauritanie et le Sénégal, à suivre après son journal avec Abdou Soleil Diop, économiste expert en développement. Je rappelle que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réservé sa première visite à l'étranger, à la Mauritanie. Suite à la thèse du docteur Sophie Quintin sur la Marine nationale, une conférence s'est tenue à Dakar sous le thème « La Marine nationale au cœur des enjeux économiques et sécuritaires ». Elle est revenue sur l'évolution de la marine depuis les indépendances, en mettant en exergue la montée en puissance et la capacité militaire de cette unité. Nekouma Ndiaye. Dans sa thèse sur la montée en puissance de la marine depuis 1960, Dr Sophie Quintin a mis en exergue la capacité militaire de la marine nationale. Une évolution qui s'est matérialisée par une réorganisation et une réforme de l'action de l'État. La marine nationale sénégalaise et le Sénégal étaient rarement mentionnés. Et donc j'ai décidé de faire ma thèse pour illuminer un petit peu la montée en puissance de cette marine en me concentrant sur des facteurs extérieurs, ce qu'on appelle les facteurs systémiques, que sont la géographie, l'histoire du pays. Donc c'est une approche qui est un petit peu historique aussi. Et donc les facteurs au niveau de la politique, enfin du national, domestique, dans lequel j'ai étudié en particulier la spécificité sénégalaise en termes de culture stratégique maritime. Des questions maritimes relatives aux domaines économiques et sécuritaires, entre autres, ont été soulevées. Fidèle à ces nombreuses missions qui s'inscrivent dans le cadre général des missions de défense et de développement confiées aux forces armées, la marine fait face à de nombreux défis. Le contexte international est très instable, on va dire, en ce moment. Pour commencer, l'Afrique de l'Ouest n'est pas séparée de ces grands espaces océaniques. Les menaces, bien sûr, beaucoup d'instabilité dans le Sahel, comme on aura pu le souligner pendant la conférence. Donc il y a vraiment voilà, des menaces auxquelles les forces armées sénégalaises se préparent, j'en doute pas une seconde, et la marine nationale se prépare donc aussi à protéger les intérêts nationaux en mer. Les participants ont échangé avec les conférenciers. Ces discussions ont permis au public d'avoir une meilleure connaissance de l'évolution et des missions confiées à la Marine nationale.
L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ses partenaires se penchent sur la résilience des infrastructures de mobilité face au changement climatique dans le cadre d'un projet d'adaptation financé par Global Center on Adaptation. L'UCAD aide les décideurs politiques à prendre en compte les aléas climatiques au niveau justement de ces investissements dans le domaine du transport. Lamine Touré. Ces infrastructures facilitent la mobilité des personnes et de leurs biens. Leur résilience aujourd'hui préoccupe ce comité de pilotage tripartite composé de chercheurs, d'universitaires et de partenaires financiers. Dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique pour des infrastructures résilientes, le secteur du transport est ici ciblé. En 2023, un diagnostic a été réalisé à ce niveau, suivant 3 aléas climatiques. La première composante, c'est vraiment d'établir la vulnérabilité du système du transport au Sénégal. C'est de voir un peu les coûts que le système du transport pourrait recevoir par rapport aux aléas climatiques. Et quand on parle d'aléas climatiques au Sénégal, c'est ces phénomènes récurrents d'inondation qu'on a, ces phénomènes d'érosion continentale littorale qu'on a, Mara, mais également tout ce qui est cette élévation de température, surtout qui se manifeste par ces feux de brousse qui sont là. Pour ce comité de pilotage, il s'agit de confronter ces réalisations à la réalité climatique actuelle et future. D'ici 2050-2100, quels sont les types d'infrastructures et les longueurs d'infrastructures de transport qui seraient exposés aux aléas climatiques. Et nous avons pris des tendances sur une période de retour de 100 ans, qui est la période de retour la plus dramatique, le cas le plus pessimiste. Des solutions de durabilité dans ce contexte sont proposées dans un rapport qui sera partagé au cours de cette rencontre. Elles sont avant tout un rappel aux autorités politiques. Il ne sert à rien d'investir des milliards et d'oublier le travail qu'on devrait faire sur de dérisquer les infrastructures par rapport au climat. Et ça, c'est ce projet-là qui vient le prendre en charge avec beaucoup d'engagement. La résilience des infrastructures est un aspect extrêmement important et ça a été reconnu par notre politique nationale de référentiel en matière de changement climatique qui est notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national. Un programme axé sur la résilience des infrastructures de mobilité de tous ordres. Sa pertinence repose sur une expertise large. L'originalité de ce projet PACSIR est qu'il est un parfait exemple de recherche collaborative, interdisciplinaire et multi-acteurs. C'est une valeur ajoutée qui est à saluer, car il a permis de construire un réseautage entre le monde académique, les institutions publiques, les professionnels, la société civile et les usagers. Le PACSIR est aussi un projet de renforcement de capacité qui a pour ambition de s'inscrire dans la durabilité. Un point pris en compte pour le moment par l'État. On peut citer l'exemple du TR et du BRT. Donc l'introduction de la mobilité électrique, notamment avec tous les véhicules, tous les bus du BRT qui sont passés à l'électrique, mais aussi l'introduction de tout ce qui est transport hybride avec l'expérience des taxis AIBD. On a aussi comme exemple la convention signée entre le PACSIR et notre ministère. Depuis quelques années, au ministère, on élabore un budget vert. Mais aussi, le ministère participe à toutes les rencontres au niveau international. Le PACSIR qui s'inscrit donc dans cette dynamique d'élaboration de politiques pour l'adaptation au changement climatique a également pour objectif de contribuer à la mise en réseau ainsi qu'au renforcement des capacités des acteurs du secteur public et privé, y compris les organisations non gouvernementales et les associations des usagers. Les conclusions de cette rencontre seront soumises à l'appréciation des autorités politiques. Pour le moment, l'approche locale est préconisée dans le cadre de cette résilience climatique. Les soldats de l'économie frappent fort dans le sud du pays. Des billets noirs d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA viennent d'être saisis par la douane à Goudomp. 4 individus ont été arrêtés. Cette prise intervient quelques mois seulement après une première saisie par la même unité. Abdoulaye Sinkaré. Le poste des douanes de Tanaf dans la subdivision de Kolda a pu opérer cette saisie grâce à l'exploitation de renseignements et un travail de filature sur plusieurs jours. Des billets noirs en coupure de dollars, d'euros et de CFA
d'une contre-valeur de 5 milliards de francs ont été saisies. Et 4 personnes, dont 2 de nationalité étrangère, appréhendées dans une auberge à Goudomp. Cette saisie intervient après la saisie de 2 kilos de cocaïne à Oussouye et de billets noirs encore par la même unité d'une contre-valeur d'à peu près 900 millions. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes sud qui fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. Tanaf fait partie de la région de Sédhiou et fait frontière avec la Guinée-Bissau. En réalisant cette prise, les agents des douanes ont fait preuve d'un grand professionnalisme face à cette grave menace pour l'économie. L'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux du faux monnayage qui, dans un lot d'effets néfastes, contribue à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique. Ce qui crée du coup une inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable du prix, impactant sur la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. Cette saisie est la deuxième du genre réalisée par la même unité en l'espace de 4 mois. À cet instant du journal, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Aramdao. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 17 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses sincères remerciements au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et au khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour l'accueil chaleureux, les prières formulées à l'occasion de ces visites de courtoisie et les cadeaux de grande valeur et de haute portée symbolique le lundi 15 avril 2024, respectivement à Touba et à Tivaouane. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il poursuivra ses déplacements dans les autres cités et foyers religieux du Sénégal en vue de prendre en compte d'une part leur modernisation en termes d'infrastructures de base, voirie, eau, assainissement, électricité, téléphonie, et d'autre part de réaffirmer son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Le président de la République a aussi informé le Conseil qu'il a créé à la présidence de la République une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe, composée du Bureau des affaires religieuses et du Bureau de l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe. Suite à la mise en place du gouvernement le 5 avril 2024, le chef de l'État a informé que l'inspection générale d'État va dresser un pré-rapport et un rapport définitif sur chaque passation de service. En attendant, le président de la République a demandé au Premier ministre, en liaison avec les ministres, de faire le point sur toutes les passations de services effectuées dans les ministères et d'élaborer, avant fin avril 2024, un rapport exhaustif sur les constats et les propositions relatives à la situation sectorielle, administrative, budgétaire et financière dans chaque ministère, avant toute initiative ou action gouvernementale d'envergure. Le président de la République a insisté avec le Premier ministre sur l'impératif pour chaque membre du gouvernement de suivre les procédures fondamentales de validation concernant les orientations politiques de l'action gouvernementale ainsi que les modalités de communication indiquées à cet effet. Le chef de l'État a demandé dès lors au Premier ministre de veiller en permanence au respect strict des règles de pilotage, de conception, d'exécution, de coordination et de suivi-évaluation de l'action gouvernementale et des politiques publiques en particulier, s'agissant de la supervision et de l'évaluation des politiques et programmes publics,
En cohérence avec les dispositifs institutionnels relevant des prérogatives du Premier ministre, le président de la République a informé le Conseil de la création à la présidence de la République d'un bureau d'intelligence et de prospective économique BIP, ainsi que d'un bureau de suivi-évaluation des projets et programmes qui va assurer le monitoring des directives présidentielles et du projet. Le président de la République a insisté sur l'urgence de finaliser le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs de souveraineté dans les domaines économiques, culturels, sécuritaires, alimentaires, monétaires, numériques et pharmaceutiques. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Dans le même sillage, il a ordonné, au-delà des audits et des missions périodiques de vérification dans les ministères, l'organisation annuelle de missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles. D'ores et déjà, le président de la République a instruit l'inspection générale d'État de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. Le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l'inspection générale d'État et de l'OFNAC des 5 dernières années, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le chef de l'État est revenu sur la politique de transformation de l'administration publique. Il a rappelé à cet effet les principes partagés du Jubanti afin de bâtir une administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal. C'est le sens de sa lettre numéro 00807 PRSP du 8 avril 2024 adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Dans cet esprit, il a demandé au Premier ministre de préparer un projet de décret relatif à l'appel à candidature pour certaines hautes fonctions dans les secteurs publics et parapublics. Le président de la République a demandé également au Premier ministre et au ministre en charge de la fonction publique de finaliser dans les meilleurs délais un projet de loi relatif à l'accès à la fonction publique en vue d'assurer l'égalité des chances d'accès aux emplois et fonctions dans l'administration publique. Le chef de l'État a aussi invité le Premier ministre à préparer la tenue de la journée du dialogue national le 28 mai sur le thème prioritaire de la réforme et la modernisation de la justice. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de veiller à la sécurisation des données dans le secteur public, à la présidence de la République, à la primature et dans les ministères en particulier. À ce sujet, le président de la République a invité le ministre en charge du numérique à présenter prochainement en Conseil des ministres un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation conformément à la politique de promotion de la souveraineté numérique. Abordons la question de l'accès à l'eau potable dans les centres urbains et en milieu rural, qui demeure une préoccupation majeure des populations. Le président de la République a demandé au Premier ministre de tenir un conseil interministériel sur le secteur hydraulique afin de lui faire des propositions urgentes visant notamment l'accélération des réalisations des projets hydrauliques, forages, châteaux d'eau, réseaux, l'évaluation des délégations de services publics de l'eau potable en milieu urbain et rural, l'évaluation du système de tarification de l'eau et l'adoption d'un grand programme national consolidé d'accès à l'eau potable. Le chef de l'État a décidé de la création d'une autorité de régulation du secteur de l'eau pour améliorer la gouvernance de l'eau au Sénégal. Le président de la République est revenu sur la situation académique, budgétaire, financière et sociale dans les universités du Sénégal qui, souligne-t-il, appelle à un suivi soutenu de la part du gouvernement. Le chef de l'État a demandé à ce sujet au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
de faire un rapport avec la conférence des recteurs, la situation globale dans les universités publiques et de proposer un plan de relance des activités académiques et de gestion des urgences sociales dans l'enseignement supérieur. Le président de la République a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de procéder à un audit rapide du contrat d'affermage entre l'État du Sénégal, SONES et Sen'Eau, et du contrat de performance État-SONES-Sen'Eau, d'engager l'évaluation des partenariats publics-privés et de l'ensemble des contrats de délégation de services publics de l'eau potable en milieu urbain et rural, avec un ciblage spécial sur les projets de dessalement des Mamelles et de la Grande Côte développés par la SONES avec la JICA et Aqua Power. Le chef de l'État a demandé au ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de Dakar-Nav, l'évaluation de ces activités et des mesures prises par l'État avant la fin de la concession prévue en juin 2024, l'édification du port multifonction de Ndayan avec DP World et de procéder à la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaire. Le président de la République a demandé en ce sens la tenue d'un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il effectuera sa première visite hors du Sénégal en République islamique sœur de Mauritanie le jeudi 18 avril 2024 avant de se rendre en République sœur de Gambie le samedi 20 avril 2024. Avec ces visites, le président de la République entend s'inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre ces pays et le Sénégal. En outre, le chef de l'État a fait part au Conseil qu'il envisage de rendre visite à ses autres homologues du voisinage immédiat. Il a enfin saisi l'occasion pour engager l'ensemble du gouvernement à veiller particulièrement au maintien et au renforcement des relations cordiales que notre pays entretient avec ses voisins. Dans sa communication, le Premier ministre a fait part au président de la République de la démarche d'élaboration du plan d'action du gouvernement. Pour ce faire, chaque ministère devra lui soumettre sous 8 ans un plan sectoriel. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril 2024. Le Premier ministre a enfin informé de la tenue prochaine des réunions interministérielles suivantes. Un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024, un conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024, un conseil interministériel consacré à la préparation de l'hivernage, un conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours, une réunion interministérielle de suivi des engagements du gouvernement dans le cadre de la préparation du pèlerinage à la Mecque édition 2024. Enfin, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a fait une communication sur les préparatifs de la fête du travail 2024. Arnaud, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. La digitalisation de l'état civil à Kaolack, nous en parlons, elle est fortement appréciée par les usagers. Ces derniers bénéficient de facilités pour l'acquisition de documents administratifs. Tout un dispositif est mis en place. La mairie et les autres autorités locales prennent justement tout cela au sérieux et les Sénégalais de l'extérieur sont également pris en compte. Claire Diop.
À l'entrée de la mairie, du personnel est prépositionné avec comme mission l'accueil et l'orientation des usagers selon les besoins. Au niveau du service d'état civil, ce matin-là, du monde venu pour des préoccupations diverses. Ici, tout est mis en œuvre pour permettre aux populations de disposer plus facilement de pièces administratives, séances tenantes en moins de 5 minutes. Une situation bien différente de celle d'avant au vu du taux d'enregistrement qui a fortement augmenté. Du point de vue fréquentation, les gens viennent le plus souvent. On voyait des gens, des agents d'affaires qui rôdaient autour parce que les gens avaient vraiment marre de venir ici faire des va-et-vient, et ce qui n'existe plus maintenant. La séance tenante, on vous fait la signature dès que vous déposez. Si c'est dans la base de données, tout de suite on vous remet votre imprimé, vous allez acheter la vignette et tout de suite on vous signe le document. S'il y a un peu de retard, c'est au niveau de l'archive, parce que les 2 centres secondaires ne sont pas encore informatisés. C'est ce qui cause parfois quelques désagréments. À ce niveau, le processus de digitalisation est en cours. Autre cas de figure, les usagers hors de Kaolack et même à l'étranger. Un service en ligne est mis en place avec une plateforme qui permet de satisfaire le demandeur. Si vous ne voulez pas venir et que vous êtes peut-être dans la diaspora ou partout dans le monde, vous entrez dans la plateforme, vous faites votre commande et séance tenante. On vous fournit le document via un scanner et sur place, vous pouvez la tirer. Et tout ça en moins de 5 minutes. Et le prix, c'est pas trop cher, moins de 2000 francs. La démarche est fortement saluée par les usagers. Ces derniers se voient délivrer leur acte en toute sécurité. Aujourd'hui, je trouve que la procédure, vraiment, ça s'est bien passé. Parce que depuis que je suis passé ici, il n'y a pas de désordre. Tout est bien passé, vraiment. Vraiment, c'est très rapide, un gain de temps considérable. Je n'ai pas du tout duré ici. Je suis venue chercher un extrait de naissance et on s'est bien occupé de moi. Moins de 3 mois, extrait. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'état civil, un projet de construction d'un bâtiment entièrement dédié. Nous sommes à l'étape des finitions, les portes, peut-être la peinture et tout. Et je crois que dans 1 ou 2 mois, nous allons rejoindre ce bâtiment-là qui sera dédié à l'état civil entièrement. Et seuls les services d'état civil et l'archive et tout ça va être intégré dans ce bâtiment-là. Toujours dans un souci d'efficacité, il est prévu l'installation de bureaux d'état civil dans 6 quartiers de la commune: Medina Bay, Abattoir Ndangan, Ngan, Ndorong, Boustan et Kabatoki. Beaucoup d'efforts sont consentis par la mairie de Kaolack pour mieux satisfaire les usagers et les placer 3e par le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, sur les 9 domaines de compétences que de performances notées sur les principes qui interviennent dans ce classement. Ce 17 avril est célébrée la Journée mondiale de l'hémophilie. Justement, cette année, il est question d'aborder la problématique sur l'accès équitable pour tous, justement pour tous et pour tous les troubles de la coagulation. L'hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire peu connue, pourtant plus de 1800 personnes sont atteintes de cette pathologie. L'Association sénégalaise des hémophiles plaide pour la disponibilité des médicaments pour le traitement. Salut Sec. Centre national de transfusion sanguine sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. La structure reçoit chaque jour des dizaines de personnes atteintes d'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie qui est hémorragique, héréditaire, malheureusement qui affecte les capacités du sang à se coaguler. Une maladie hémorragique héréditaire peu connue des Sénégalais. Il est attendu au Sénégal 1800 cas et la dernière évaluation montre qu'il y a 424 qui sont effectivement diagnostiqués, confirmés et suivis régulièrement par le CNTS. Cela montre qu'il y a un taux de détection qui est faible. Nous courons derrière
près de 77% en tout cas des malades qui sont attendus. Aujourd'hui, notre stratégie, vraiment c'est une stratégie de communication, d'information, mais également de prévention. Ça serait extrêmement important de faire ce qu'on appelle le dépistage avant le mariage, mais également dès la naissance, d'avoir la possibilité de connaître très tôt le statut des malades. Cette journée mondiale dédiée à la lutte contre l'hémophilie a permis de revenir sur les difficultés auxquelles les patients sont confrontés. L'accès au traitement, un véritable casse-tête. Il est accessible grâce aux dons que nous recevons. Parce qu'aujourd'hui, c'est un médicament qui, je peux dire, n'est pas commercialisé au Sénégal. Donc si aujourd'hui les dons de la Fédération mondiale sont stoppés, on peut dire que le traitement ne serait plus accessible. Parce que les médicaments que nous recevons, c'est via la Fédération mondiale que nous les recevons. Donc, on peut dire oui, il est accessible parce que nous recevons des dons, mais si toutefois ces dons sont stoppés, nous pouvons dire que le traitement n'est plus accessible. La PNA a déjà inscrit dans la liste des médicaments essentiels, les médicaments qui sont indispensables, les facteurs. La recommandation que nous formulons, c'est en tout cas de continuer nous tous, de nous mobiliser, mais surtout de porter le plaidoyer pour que, en tout cas, ce que nous avons fait dans le domaine du cancer, dans le domaine de la tuberculose et du VIH, à coût de milliards, et même dans le domaine de la dialyse, effectivement, ces mêmes efforts seront en tout cas poursuivis pour également prendre en charge des maladies comme l'hémophilie, mais également la drépanocytose. L'hémophilie étant une maladie qui ne guérit pas, son traitement est essentiel. Il permet aux patients d'avoir une qualité de vie en limitant les hémorragies. À Saint-Louis, la cellule régionale de l'Association sénégalaise de l'hémophilie alerte sur les difficultés de prise en charge des patients. Une maladie encore méconnue du grand public, d'où l'intérêt de sensibiliser les populations pour faire le dépistage, permettre également aux malades de bénéficier de facteurs 8 ou 9, souvent introuvables dans la région. Le reportage de Abdouad. Assurer une meilleure qualité de vie aux hémophiles est bien possible si les patients bénéficient d'une bonne assistance médicale. Cette journée mondiale de l'hémophile est l'occasion pour l'association des personnes atteintes par cette maladie à Saint-Louis d'alerter sur les difficultés de prise en charge. Les hémophiles, aujourd'hui, est une catégorie de la population qui a senti que la prise en charge au niveau national donc, est défaillante, si on peut l'appeler ainsi. C'est pourquoi ce thème a été choisi pour attirer l'attention de nos autorités administratives, de nos autorités locales, mais aussi surtout donc, de la tutelle technique qui est le ministère de la Santé, pour que donc, les malades atteints de l'hémophilie soient véritablement pris en charge donc, dans le traitement donc, des troubles de la coagulation. L'hémophilie est un trouble de la coagulation qui se manifeste par une hémorragie interne ou externe. Dans les deux cas, il faut un facteur ou des facteurs pour que le patient puisse retrouver véritablement son état normal. Et ce sont ces facteurs-là qui sont en fait rares ou difficiles à trouver dans le marché. Un, c'est difficile à trouver dans le marché. Deux, ça coûte cher. Donc cela veut dire qu'il y a obligatoirement l'intervention de l'État qui puisse soulager les malades. L'accès aux facteurs est un véritable casse-tête pour les personnes atteintes de cette maladie à Saint-Louis. Puisque aujourd'hui, même s'il y a des facteurs au niveau de Dakar, imaginez quand on est blessé, qu'on doit faire 4 heures de temps pour aller rallier Dakar, pour se faire injecter. Entre-temps, tout peut arriver. Tout dépend du type d'hémorragie qu'on a. Hein? Donc l'hémorragie, comme je vous l'ai dit, peut être interne ou externe. Hein? Et par moment, quand c'est des articulations, tu ne devrais même pas bouger. Tu dois être immobilisé. Ça veut dire que c'est dur, les parents vivent des situations allant même jusqu'à avoir des stress. La maladie reste encore peu connue du grand public, d'où l'intérêt de sensibiliser les populations au dépistage. Les cas sont détectés qu'au moment de l'accouchement ou bien au moment des circoncisions chez les mamans. Donc vous savez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enfant a été victime donc, de cette maladie pendant des années. Il arrive même qu'il y a des gens qui ont des déformations. On pense que c'est un handicap avec lequel il est né, non, alors que c'est l'hémophilie. J'ai 3 enfants, ils sont tous hémophiles. C'est très compliqué pour eux. Ils ne peuvent pas jouer au football ou faire certains sports de contact au risque de se blesser. Ils peuvent facilement se retrouver avec un hématome.
Cette journée a donc permis à la cellule régionale des hémophiles de rencontrer les acteurs majeurs de la santé pour une action commune afin de mieux faire face à cette maladie. La revue annuelle conjointe du plan national de développement sanitaire et social au niveau de la région de Thiès a réuni les acteurs locaux et les partenaires techniques et financiers. Un cadre justement idéal pour échanger sur la promotion des politiques de santé, mais aussi de dégager des perspectives pour une meilleure couverture sanitaire dans la région. Fatimata Banelba. La revue annuelle conjointe du plan national de développement sanitaire et social de la région de Thiès a été marquée par la présentation des performances de l'année 2023 dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Autour des autorités administratives, du directeur régional de la santé et d'autres acteurs sectoriels, il s'agissait de faire un bilan annuel d'évaluation sur la base des performances qui sont jugées faibles. Selon le directeur régional de la santé, les données obtenues sont loin d'être exhaustives à cause de la rétention d'informations. Pour certains indicateurs, nous avons juste collecté après entre 15 à 70% donc des données. Ce qui fait que, même dans l'analyse, nous ne sommes pas à l'aise pour pouvoir faire dire à ces chiffres exactement les performances, en tout cas ce qu'ils sont censés dire. Donc vous voyez un peu les difficultés que nous avons. Mais nous espérons qu'en tout cas que cette année sera la dernière année avec ce qu'on appelle la tension d'information, qui, je tiens à le rappeler aussi, est quelque chose d'illicite parce que la loi sur la statistique, en tout cas de 2004, donc qui a été revue et corrigée, en tout cas, et complétée par la loi, en tout cas, sur les statistiques de 2012, donc du 3 janvier 2012, donc interdit même en fait la rétention d'informations. Malgré cet état de fait, des performances sont notées avec l'amélioration des structures sanitaires. L'autre élément de satisfaction, c'est la surveillance épidémiologique qui a permis d'éviter la propagation de certaines maladies. Néanmoins, le directeur régional de la santé a tenu à lancer un plaidoyer à l'endroit des populations et des autres autorités sur la prolifération des consultations médicales gratuites. Donc aujourd'hui, il faut revenir aussi à l'orthodoxie, évaluer avec les médecins chefs de district les besoins réels en consultation médicale gratuite et justement voir un peu les aspects, surtout quand c'est spécialisé. Donc c'est des choses qui manquent. Mais revenir pour faire des consultations médicales gratuites sur des services qui existent déjà, on ne voit pas la plus-value. Maintenant, le conseil que nous faisons justement, c'est jusqu'à présent, pour certains, ils y trouvent leur compte, mais si vous voyez bien, au maximum c'est 3 jours. Et les populations ont besoin de se soigner quand elles en ont besoin, durant toute l'année. Et c'est pour ça que nous orientons aussi les autorités territoriales, certains sont déjà dans ces dynamiques, à pouvoir inscrire les populations, en tout cas qu'elles pensent vulnérables, dans les mutuelles de santé. Comme ça, elles pourront se soigner 24 heures sur 24. Cette rencontre a mobilisé toutes les parties prenantes afin de mieux revoir et de consolider les stratégies mises en place pour une solution durable des problématiques liées à la bonne prise en charge des questions sanitaires. Moi, capitaine, c'est le titre d'un film qui parle de l'émigration clandestine sous d'autres angles. Cette production tournée en partie au Sénégal avec les acteurs nationaux et du réalisateur italien Matteo Garrone. Un récit poignant qui dénonce son drame social et ses multiples conséquences. Sorti en 2023, le film a été projeté ce week-end au cinéma Pathé et à la Maison de la Culture d'Otasek. Dans la rubrique Culture de ce mercredi, où Kalsoum Sall nous présente ce film qui pose plutôt le doigt sur le quotidien des candidats qui bravent le désert et l'océan pour rallier l'Europe contre vents et marées. À quel âge? J'ai 16 ans. Et il est où ton cousin? On l'a attrapé quand on était dans le désert. Moi, capitaine, ou le récit d'un drame de jeunes migrants. Dans ce film de 2 heures, le réalisateur italien Matteo Garrone s'intéresse à l'immigration clandestine. Il a fait ce film parce que, comme on le sait, la plupart des personnes qui arrivent, on voit les bateaux seulement arriver. Et cette fois-ci, il a tourné le caméra de l'autre côté pour que les personnes voient cette réalité, cette vérité qui était cachée. Voir seulement les bateaux arriver, mais ne pas voir la souffrance que les personnes vivent avant d'arriver en Europe. Donc, il a tourné le caméra de l'autre côté, de l'Afrique vers l'Europe, pour raconter cette histoire. C'est un film humaniste, plein d'humanité, aussi bien les comédiens qui sont dans des situations, on le voit très bien, que ce qui les incombe, c'est malgré le danger de cette traversée, ils sont aussi des
acteurs qui sont pleins d'humanité et qui attachent un prix à la vie. Seydou et Moussa, deux jeunes Sénégalais charmés par les mirages de l'Europe, tentent l'aventure pour rejoindre l'Italie. Deux rôles incarnés par des novices. Cette production primée du Lion d'argent à la Mostra de Venise et du prix du meilleur espoir pour l'acteur Seydou les place aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai jamais opté le cinéma. Mon rêve, c'était d'être un footballeur. Mais parfois, on dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Et par la suite, on m'a appelé pour faire ce casting. Je suis parti. Après, on m'a pris. Mais c'est un grand honneur et un plaisir de faire ce film parce que c'est important pour nous. Quand on n'est pas professionnel, bon, on est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de la situation, etc. Et puis, ils étaient sûrement coachés par un grand acteur burkinabé, Isiaka Sawadogo, cet acteur qui a fait le bassin, etc. Bon, lui, c'est un grand acteur. Parce que Matteo ne leur donnait pas d'indication. Juste ce qu'il y a dans le scénario, il leur demandait, bon, allez, jouer selon votre ressenti et selon les situations que vous traversez. Et ce qui a donné effectivement ce jeu naturel des acteurs, ce jeu crédible des acteurs. Un périple marqué par des passages dans des pays comme le Mali, le Niger et la difficile traversée du désert libyen. Dans ce pays, Seydou et Moussa seront même emprisonnés avant d'être vendus comme esclaves. Ils auront aussi à affronter les dangers de l'océan. Fierté de la ressentir quoi? Parce que déjà, le voix des sans-voix quoi. C'est une fierté parce qu'on a porté la voix des milliers de migrants qui ont risqué leur vie. J'espère que cette situation va bientôt changer. Mais je sais que ce film ne va pas arrêter ce drame, mais on espère au moins convaincre certains. Il va directement dans ton cœur. Parce que Inspiré par le vécu de migrants rencontrés dans un camp en Italie, le réalisateur estime que ce drame ne devrait jamais arriver. C'est un moyen aussi de combattre, pour lutter pour avoir un droit pour pouvoir voyager comme les autres personnes arrivent à voyager librement dans la vie pour rejoindre les autres pays ou les autres continents. Dans ce film sorti en 2023, le réalisateur célèbre aussi l'héroïsme de Seydou et de Moussa et au-delà de tous les migrants qui, après avoir bravé autant de dangers, arrivent à destination. Pour terminer les échos du Massa 2024 avec le colloque international sur les arts scéniques, d'éminents experts ont fait des communications sur la promotion du patrimoine culturel africain. Il faut dire que l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle qui abrite l'événement offre une opportunité à ses étudiants d'enrichir leurs connaissances dans les domaines de la musique, des arts et de la culture. Fatou Diouf. Devant un parterre d'étudiants, chercheurs, universitaires et artistes discutent sur les enjeux qui traversent la dynamique des créations scéniques contemporaines en Afrique. Une thématique fascinante, les tendances artistiques émergentes, les défis et les opportunités à explorer par les artistes. Tout a été mis en lumière. Les enjeux de ce panel-là, par exemple, étaient de mettre l'accent sur la part que nos traditions peuvent et continuent d'occuper dans les créations. Il y a des créations qui reposent essentiellement sur une réécriture, on va dire, des traditions, mais il y en a d'autres qui se mettent à l'ère du temps pour voir dans les médias modernes comment, par exemple, on passe d'une pièce de théâtre à un film qui est fait. Le thème retenu est en adéquation avec notre vision, avec ce que nous faisons à l'INSAC. Et c'est donc une opportunité pour nos étudiants de s'approprier de la place des créations scéniques en se frottant aux maîtres, aux experts en la matière.
Les étudiants de l'INSAC ont beaucoup appris sur les traditions africaines. L'enjeu de ce colloque est de promouvoir davantage le patrimoine culturel africain à travers les arts scéniques. Depuis ce matin, nous sommes tous ici et mes camarades et moi, étudiants, nous sommes ravis d'apprendre des choses que nous connaissons auparavant, mais d'enrichir encore notre connaissance dans le domaine de l'art, de la culture, de la musique et beaucoup d'autres choses. Et nous aimerions que ces genres de colloques puissent se faire chaque année au sein de notre établissement. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que nous devons valoriser la culture africaine. Nous devons valoriser la culture africaine, nous réimprégner de nos cultures et retourner aux sources afin de faire vivre la culture africaine à nouveau. La dynamique des créations scéniques contemporaines en Afrique est en constante évolution. Ce colloque à l'INSAC a permis de mener une réflexion profonde sur l'art en Afrique et de dégager des perspectives de développement. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur la RTS.